Voilà, je vous vois mieux. Bonjour à tous. Je suis très heureux de faire votre connaissance, même si j'aurais préféré être en présentiel. Alors, je revendique le fait de faire l'enseignement à distance. C'est très, très, très chaud en ce moment dans les lycées. Moi, j'ai une classe qui ferme la semaine prochaine parce qu'il y a trop de cas contacts, il y a trop de cas positifs. Voilà, et c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et j'en ai encore 5 ou 6 dans une autre de mes classes qui seront absents. Donc, on va rester prudent. Hein, alors, je le répète, hein, vous n'avez que peu de choses à craindre. Mais voilà, c'est surtout par rapport à nos aïeux hein, qu'il faut faire attention. Puis bon, moi, je commence à faire partie des populations à risque un petit peu. Hein, je commence à prendre de l'âge. Alors, en ce qui me concerne, donc, je m'appelle Julien Fernandez. Vous l'avez compris, je suis professeur de mathématiques. Je suis professeur de mathématiques en classe préparatoire au lycée Jean Perrin. En fait, je m'occupe plutôt des prépas éco, hein, pas des prépas scientifiques, même si je colle régulièrement dans ces classes-là. Ce qui se passe, c'est que ça fait surtout maintenant 21 ans que je travaille avec la fac de médecine en quelque sorte, alors pas officiellement bien entendu, mais dans le cadre de préparation annexe pour cette fameuse licence qui est devenue PACES en 2010, qui vient de devenir PASS avec aussi la licence LAS. Enfin bon, bref, c'est toujours très particulier ces changements-là. Et du coup, je trouve qu'il est en effet très intéressant en terminale de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe, sur ce qui vous attend dans ces matières-là. Alors, je n'ai pas prévu de vous faire une présentation officielle de la matière, ça je le réserve en général pour ceux qui débutent vraiment la médecine l'année suivante. Alors, pensez à bien éteindre vos micros, s'il vous plaît, histoire qu'on n'ait pas vos petits bruits dans les oreilles. Et ça, ce n'est pas prévu, mais sachez une chose, c'est que on va dire dans des études d'un tel niveau, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des impasses. Voilà, ça, c'est le rêve de tout étudiant, de se dire, tiens, je ne vais pas travailler cette matière, je vais pouvoir travailler celle-ci, etc. Et ça, ce n'est absolument pas possible. Et pensez bien à couper vos micros, s'il vous plaît, jeunes gens. Et donc, du coup, sinon, je vais le faire moi-même, mais ça me fait perdre du temps d'aller chercher qui a laissé son micro allumé. C'est Anissa. Anissa, coupe ton micro, s'il te plaît. Tac, 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 tac. Bon. Alors, Lénie, Valentin, il y en a plein qui ont le micro allumé, jeunes gens, s'il vous plaît, faites un petit effort, coupez bien tout ce qu'il faut. OK, donc je vous disais, vous ne pouvez pas vous payer le luxe de faire des impasses. Ça, c'est pas possible. À des concours, à des examens d'un tel niveau, c'est absolument impossible de faire des impasses. Or, justement, ma matière, celle qui jusqu'à présent est nommée UE4, c'est une matière qui est considérée comme négligeable et négligée par la plupart des étudiants, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'elle est mineure. Coupez vos micros, s'il vous plaît, jeunes gens. Je ne sais pas si je peux le faire, je dois pouvoir avoir la main dessus, mais 35 participants, les gars, faites un effort pour couper vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que je peux le faire directement ? C'est qui encore? Anissa, elle n'a toujours pas coupé son micro. Juliette, tu en as deux, dont un micro non éteint. Lénie, s'il te plaît, coupe ton micro également. Allez, faites un effort, sinon ça veut dire que vous ne suivez pas du tout le cours. Hein. Si c'est pour être affiché sans webcam et ne pas suivre le cours, vous pouvez de suite quitter cette leçon. Donc, je vous disais que c'est une matière qui compte peu de coefficients et en réalité, c'est une matière qui est négligée et sur laquelle les écarts de notes sont absolument impressionnants. Et on se rend compte qu'en fait, finalement, dans le calcul des points par rapport au concours ou à l'examen selon les nouvelles normes, eh bien, vous vous rendez compte que les points gagnés, glanés dans cette matière sont aussi importants que dans toutes les autres matières. Et donc là, du coup, c'est un bon calcul à faire. En ce qui me concerne, quand je fais ce type de stage en terminale, eh bien, j'estime qu'il faut qu'il y ait au moins deux objectifs. Je dis bien au moins. Le premier objectif, c'est bien sûr de vous présenter cette matière, puisque vous êtes là pour cela. Mais en réalité, mon deuxième objectif est également de creuser, de réviser, d'approfondir les notions que vous rencontrez à l'heure actuelle en terminale. J'estime que ce type d'intervention doit vous servir dès à présent dans votre classe. Voilà, en étant prof de lycée, j'estime que c'est la moindre des choses. On n'est pas là pour faire du hors-programme, bien au contraire. Donc, je vais vous présenter des questions, je vais vous présenter des choses qui vont vous permettre de jongler entre les deux. Vous présenter un petit peu la matière, l'état d'esprit de la matière, et également vous réviser en quelque sorte, même si ce n'est pas dans l'esprit du bac, hein, mais vous permettre de réviser les notions que vous rencontrez aujourd'hui en classe de terminale. Allez, on bascule sur
un changement d'écran. Voilà, et vous me dites si tout fonctionne de votre côté. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Parfait, très bien. Donc, vous avez dû recevoir tardivement ce document. Ce n'est pas bien grave parce que le but du jeu, ce n'est pas non plus de vous surcharger. Alors après, on sera un peu plus au fait, hein, c'est-à-dire que je vous enverrai les documents à l'avance de façon à ce que vous ayez le temps, pour ceux qui sont vraiment intéressés, pour ceux qui ont vraiment du temps, de préparer les choses à l'avance. Bon, là, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu est vraiment de faire une présentation sommaire et de se mettre OK sur tout ce qu'on veut voir ensemble. Donc déjà, première chose, ça je pense que vous le saviez, c'est la présentation en QCM. Alors ça, c'est une présentation qui date depuis 30 ans. Jusqu'à présent, elle n'a jamais été remise en cause. Alors, il faut savoir que historiquement, avant, en médecine, c'était des biostatistiques qui nous intéressaient. En pharmacie, c'était beaucoup plus mathématique. Il y avait un peu moins de part de probabilité. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont fait la fusion en 2010, eh bien, il y a une fusion qui a été un petit peu bancale. Et donc, aujourd'hui, il y a une part des maths et de biostatistique, une grosse part de biostatistique dans le programme de la licence PASS qui n'a pas été modifiée. Alors, il faut savoir également que chaque année, on vous fait acheter un document, une sorte de livre de cours en quelque sorte, et il faut savoir que ce document n'a pas changé depuis 25 ans peut-être, en ce qui concerne les biostatistiques, et ça n'a en maths, ça n'a pas changé depuis 2010. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez affligeant parce que ça veut dire que les enseignants à la fac, ils sont un petit peu perchés, sans vouloir être trop sévères, et ça veut dire qu'ils n'en ont rien à cirer de ce que vous faites et des changements de programme que vous rencontrez. D'accord? Donc ça aussi, il faut bien en tenir compte. Alors la forme usuelle, c'est la forme de QCM, et ce n'est pas les QCM que vous rencontrez en général. C'est une forme de QCM qui est bien plus particulière, puisque bien entendu, elle est pénalisante lorsque vous faites des mauvaises réponses. Alors ça aussi, je pense qu'on vous l'a expliqué. Alors si par exemple, vous avez une seule bonne réponse, alors j'invente totalement, mettons que ça soit la A, la bonne réponse, et que vous mettez B, eh bien sachez que non, vous n'avez pas commis une erreur, vous en avez commis deux. C'est-à-dire que non seulement vous n'avez pas validé A comme bonne réponse, et donc vous avez perdu les points de validation de A, mais vous avez en plus validé B comme mauvaise réponse. Il faut en fait comprendre qu'il y a plus, il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses, et que par conséquent, il est très important de bien lire toutes les questions convenablement. Vous n'avez pas le choix. Si vous avez une bonne réponse en A, vous êtes obligé de lire tout le sujet sans aucun doute. Qu'est-ce que je peux rajouter également? Un peu à l'instar de beaucoup d'autres matières, vous avez une 30 par QCM, donc il faut être assez rapide et développer des bons automatismes. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, c'est une séance sur les fonctions. On va réviser plein de choses sur les fonctions, des choses que vous connaissez qui vous sembleront mineures, des choses qui sembleront plus compliquées, on va faire des approfondissements, et puis je vais vous montrer aussi des petits pièges, des petits détails, etc. Alors, dans la partie mathématique, c'est assez opaque. La partie biostatistique est parfaitement bien faite, même si le polycopié, il y a même 2 tomes d'ailleurs, deux livrets qui sont d'assez haut niveau. Le livret de biostat, il doit faire plus de 180 pages ou 160 pages, quelque chose comme ça. Le livret de mathématiques, il en fait 90 à peu près, 88. Donc, du coup, sur le livret mathématique, c'est assez opaque, mais ça, je l'expliquerai quand on aura l'occasion de se rencontrer l'année prochaine en situation. Sur le livret de biostat, c'est réglé comme du papier musique. C'est vraiment un livret qui est vraiment parfaitement bien réalisé, même s'il n'est pas forcément si évident que ça à appréhender. Donc, sur la partie mathématique, eh bien, il va falloir qu'on navigue un petit peu à vue, c'est-à-dire qu'il y a tellement de notions à rencontrer que moi, j'ai décidé de reprendre des notions au démarrage avec des questions type d'anal, mais qui ne sont pas systématiquement des questions d'anal. Allez, j'ai assez parlé pour les présentations. Avant toute chose, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, d'accord? Vous n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez et vous m'arrêtez quand bon vous semble. Alors, concernant les fonctions, première question, eh bien, nous, on va travailler sur... hop là, voilà. On va travailler sur plusieurs points dans cette première question. D'abord, la notion de fonction. On va rappeler un petit peu les choses. Ensuite, on va parler de la parité. D'accord? On va parler de la périodicité. Et puis, c'est déjà pas mal. Donc, déjà, ces 3 notions-là, eh bien, d'un côté, elles vous sont familières. D'un autre côté, vous êtes sur une zone de non-confort. Donc, on va un petit peu définir les choses et rappeler tout ce qu'il faut convenablement. Alors, premièrement,
La notion de fonction. En ce qui concerne la notion de fonction, bon, très brièvement, vous avez un objet que vous rentrez dans une boîte, d'accord, et il en sort un nouvel objet. Voilà, ça, c'est la notion de fonction, d'accord, c'est la notion mécanique de fonction. Et puis, bien entendu, vous avez l'idée de la représentation graphique de la notion. Donc, très rapidement, on va s'orienter sur un espace à 2 dimensions, dans un plan, et vous allez avoir un premier axe, usuellement l'axe horizontal, qui s'appellera l'axe des abscisses, bref, l'axe des antécédents, l'axe des x. Et bien entendu, à chaque élément, on va faire correspondre l'ensemble de sorties, son image, d'accord, donc antécédent et image. Donc, du coup, vous avez ici le fameux f de x qui apparaît en lecture verticale. Donc, du coup, on peut s'amuser à représenter des courbes comme bon nous semble. D'accord? Donc, la notion de fonction est relativement simple. Veuillez noter que si un élément de l'ensemble d'arrivée peut posséder plusieurs antécédents, en revanche, un nombre de l'ensemble de départ ne possédera une seule image. D'accord? Ça a l'air relativement simple, mais c'est important à comprendre. Ce qui signifie que ce genre d'objet, hop, ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas possible que ce soit une fonction, cette chose-là, parce que ça veut dire qu'un point aurait 2 images. Et ça, c'est absolument inconcevable. D'accord? Donc, lorsqu'on travaille sur des fonctions, un petit peu à l'image de ce qui se déroule dans le temps, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas faire d'aller-retour sur l'axe horizontal. On peut faire des va-et-vient, on peut faire des montagnes, on peut aller de haut en bas, mais on ne peut aller que de gauche vers la droite. Ça, c'est pour la notion donc de fonction. Pas de questions, j'imagine, je le répète, hein, vous m'arrêtez sans aucun Répétez, ouais. souci. Pardon, comment? C'était juste pour répéter, s'il vous plaît. Répétez quoi? Parce que la dernière phrase. L'image, il peut avoir qu'une image. Oui, un nombre de l'ensemble de départ ne peut avoir qu'une seule image. Donc, en termes graphiques, on ne peut aller que de la gauche vers la droite. On ne peut pas faire d'aller-retour sur l'axe horizontal. D'accord? C'est bon? Ok, ouais, merci. Alors, ensuite, deuxième notion, la notion de parité. Alors, au fur et à mesure, j'effacerai pour prendre un peu de place, d'accord? Donc, n'hésitez pas à me dire, mais en même temps, il me semble que cette session est enregistrée. Donc, c'est bon? Je peux effacer? Alors, notion de parité. C'est parti. Alors, la parité, en fait, c'est une notion qui est assez trompeuse parce que la première fois que vous avez rencontré la notion de parité, ce sont avec des nombres entiers. Et un nombre, par essence, en arithmétique, il est soit pair, soit impair. Déjà, premièrement, ce n'est pas du tout le cas avec les fonctions. Je vous en prie, coupez vos sons, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous fassiez par vous-même. Je ne peux pas arrêter mon cours à chaque fois pour surveiller vos sons. Donc, une fonction, eh bien, elle ne pourra pas être que paire ou impaire. Et d'ailleurs, au contraire, la plupart du temps, la quasi-totalité du temps, elle est ni paire ni impaire. Donc, la notion de parité fonctionnelle est quelque chose qui est complètement différent. Alors, comment décrit-on la notion de parité? De la façon suivante. Eh bien, on va calculer l'image d'un opposé et on va regarder si c'est égal à l'image du nombre. Alors, si je fais cela, cela signifie que si je prends un nombre x quelque part et que je regarde son image, si l'image de l'opposé a la même image, vous pouvez voir et comprendre ce qui va se passer. Nous allons avoir un effet miroir et nous allons avoir graphiquement une fonction qui sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On peut s'amuser à faire plusieurs points pour bien comprendre la situation et on retombe sur une fonction classique de référence connue que vous avez rencontrée en classe de seconde, par exemple, tout ce qui concerne les fonctions x au carré. D'accord? D'accord? La fonction carré est un exemple de fonction paire. Donc, lorsqu'une fonction vérifie que les images de 2 nombres opposés sont les mêmes, on appelle ça une fonction paire. Pour être très rigoureux, sachez que mathématiquement, il faut valider une deuxième condition. Il faut que l'ensemble de définitions soit centré en 0. Ben, c'est logique. Si vous avez un ensemble de définitions qui n'est pas centré en 0, par exemple, si vous travaillez sur R privé de 1, eh bien, le nombre 1 va poser problème parce que moins 1, ben, ça existe dans l'ensemble de définitions, il aura une image et 1 ne pourra pas en avoir puisque ça sera une valeur interdite.
Donc, par définition, si vous voulez travailler avec les images de deux nombres opposés, il faut impérativement que deux opposés soient dans l'ensemble de définition. Donc, ça veut dire que l'ensemble de définition est centré en 0. Bon, ça, c'était pour être un petit peu plus rigoureux, mais en général, si vous avez rencontré cette notion, alors moi, ça fait très longtemps que je suis dans le supérieur maintenant, hein, j'enseigne donc à des niveaux Bac plus 1, Bac plus 2 et Bac plus 3, d'accord, sur des classes prépa concours, mais j'ai révisé ce matin, j'ai téléchargé les programmes de… Alors, c'est chaud, quoi. Enfin, c'est chaud au niveau des programmes. Maintenant, il y a tout qui a changé. Spécialité, obligatoire, complémentaire, expert, enfin bref. Bon, j'ai jeté un coup d'œil. C'est en classe de seconde qu'on est censé présenter cette notion. Je doute que tout le monde s'en souvienne, mais c'est une notion que vous avez normalement rencontrée dans votre scolarité. Je ne suis pas certain qu'on vous l'ait présentée sous façon si formelle, mais en tout cas, oui, vous l'avez rencontrée, et cette propriété de symétrie par rapport à l'axe désordonné, vous l'avez rencontrée. Donc ça, c'est la notion de fonction paire. La notion de fonction impaire, c'est à peu près le même principe, sauf que cette fois-ci, l'image d'un opposé, c'est l'opposé de l'image. F de moins x sera égal à moins f de x. Alors, dans ce cas-là, on obtient une propriété qui est un petit peu différente, puisque, bien entendu, si je considère un nombre x avec son image, cela veut dire que le nombre moins x à l'opposé va avoir une image opposée, elle aussi également. Voyez-vous? Et donc, en fait, dans ce cas-là, on va avoir non plus une réflexion, non plus une symétrie axiale. Hein, tout à l'heure, c'était d'axe y', c'est-à-dire d'axe désordonné. Mais nous allons avoir cette fois-ci une nouvelle symétrie que vous avez rencontrée également au collège, qui est une symétrie centrale. Une symétrie par rapport au point O, au centre du repère. D'accord? Ça, ce sont donc des représentations graphiques de la parité et de l'imparité. Et bien entendu, la majeure partie des fonctions que vous avez rencontrées ne sont ni paires ni impaires. Hein, cela va de soi. Par contre, au niveau des fonctions impaires, vous avez quand même des exemples style x au cube ou 1 sur x, qui sont des fonctions impaires et qui font partie des fonctions de référence de la classe de seconde. D'accord? La fonction au cube et la fonction inverse. Voilà ce qu'on peut dire sur la notion de parité. C'est un gros résumé de la situation, mais ça devrait le faire. Je me permets d'effacer, à moins qu'il y ait des questions. On n'hésite pas, d'accord? Oui, monsieur. Du coup, Oui. une fonction affine ou linéaire, elle peut être impaire ou paire. Alors, une fonction linéaire, ça risque pas, parce qu'une fonction linéaire, c'est une droite qui est croissante, donc tu ne pourras pas avoir de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. En revanche, une fonction linéaire, on est bien d'accord, pas affine, hein, linéaire, c'est-à-dire qui passe par le centre du repère, et par définition impaire, absolument. C'est une remarque pertinente. Parfait, merci. Voilà. Par contre, une fonction affine qui ne passe pas par le centre du repère ne peut pas n'est ni paire ni impaire. Excellente remarque. Alors, j'ai téléchargé ce simulateur de tableau numérique. Vous voyez, je n'ai pas l'habitude, je n'aurais pas dû effacer, puisque je peux me permettre en fait d'ajouter des pages au fur et à mesure. Donc, ah oui, non, ça ne marche pas comme ça, dommage. Ok, d'accord. Ok, donc je vais effacer. Et je parle maintenant de la périodicité. Troisième point évoqué dans cette question, la notion de périodicité. Alors, la notion de périodicité, c'est une notion qui est un tout petit peu plus complexe parce que c'est une notion qui va relever, comme son nom l'indique, de quelque chose qui va se répéter. Donc, l'idée est la suivante. Vous avez, c'est comme l'idée de pavage en quelque sorte, ou d'une frise si vous préférez. Vous avez quelque chose, et cette quelque chose va se répéter ad vitam aeternam. Ça, c'est la notion de périodicité. Alors, quand on travaille dans un repère, eh bien entendu, vous allez avoir quelque chose qui va être un petit peu plus classique, et s'il n'y a pas de rupture, eh bien, vous allez avoir ce genre de choses-là, d'accord? Ce n'est pas très bien dessiné, mais vous avez compris le concept. Et donc, on va notamment retomber sur la notion de fonction trigonométrique. Alors, ces fonctions trigonométriques, par contre, alors non seulement on est sur une zone de non-confort, mais il n'est pas impossible qu'on soit sur quelque chose qui n'a pas été abordé par tout le monde dans l'auditoire. Donc, ces notions de fonctions trigonométriques, c'est bien sûr les fonctions cosinus x et sinus x en particulier. D'accord? Alors, ces fonctions-là, en fait, il y a un morceau de courbe qui va se répéter ad vitam aeternam à gauche et à droite.
Et la période, c'est la longueur du morceau qui va être répété. Donc, dans le cas de cosinus et sinus x, peut-être le savez-vous, mais c'est tous les 2 pi que les courbes se répètent. Alors, pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'un cosinus et un sinus, ce sont des notions qui sont en lien avec le fameux cercle trigonométrique. Et quand vous êtes sur un cercle trigonométrique, donc là, de suite, on est sur une zone de non-confort, c'est clair et net. Si vous prenez x, le cosinus x se visualise par projection sur l'axe des abscisses, d'accord? Eh bien, on sait que, alors on travaille en radians, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas forcément revenir, d'accord? Les degrés sont rapidement limités, dès qu'on travaille sur des sciences, on a besoin de se munir d'outils qui permettent donc de travailler sur l'infinité, et par conséquent, je vous rappelle que vous avez 0 qui est visualisé à droite, pi qui est visualisé à gauche, et donc 2pi qui est donc dans la même position que 0. Donc à chaque fois que vous faites 2pi radians de rotation, vous retombez sur votre point de départ. Donc nécessairement, les fonctions cosinus et sinus sont réinitialisées tous les 2pi radians. D'accord? Donc, radian, c'est l'unité de mesure des angles, d'accord, officielle dans le système international. Et donc, du coup, la fonction cosinus et la fonction sinus sont dites 2pi périodiques. C'est la raison pour laquelle vous avez un morceau qui se répète indéfiniment, en plus vers le plus infini, aussi bien que vers moins l'infini. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces 3 notions. On peut commencer maintenant, enfin, à travailler sur le premier QCM. Donc, concernant une fonction f et sa courbe représentative dans un repère. Si f est impair, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et on commence à comprendre comment ça va fonctionner. Il va y avoir beaucoup de pièges qui vont vous être tendus en passe. Et donc ici, bien entendu, il faut être concentré. On a une phrase qui est bien formulée, sauf que pas du tout. Ce n'est pas par rapport à l'axe des ordonnées, c'est par rapport à l'origine du repère. Par contre, si la fonction avait été paire, alors là, oui, la phrase aurait été correcte. Bon, bref, ça n'est pas le cas. La réponse A est éjectée. Si f est périodique, la courbe est symétrique par rapport à, je m'arrête de suite, la périodicité, comme je l'ai dit, c'est l'idée d'un pavage, c'est l'idée d'une frise. Donc, il y a la répétition d'un bloc. En aucun cas, il y a une symétrie nécessaire. Peut-être qu'il peut y avoir des fonctions symétriques, mais ça n'a rien à voir à la périodicité. Donc, la B est absolument invalidée. Le point de coordonnée 5, moins 1 appartient à la courbe si f de moins 1 égale à 5. Si vous avez suivi la première présentation que j'ai faite, le premier nombre, c'est bien sûr l'abscisse, c'est le x. Et le deuxième, c'est y. Et je rappelle qu'on a y égale f de x. Donc, en l'occurrence ici, nous avons moins 1 égale f de 5. En aucun cas, nous avons f de moins 1 égale à 5. Gros petit piège tendu sur la compréhension de la notion de fonction. D'accord? Le premier nombre, l'abscisse, c'est l'antécédent. Le deuxième nombre, c'est l'image. Et là, évidemment, on a inversé les propositions. La C est fausse. Si f est pair, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Rien à rajouter, c'est le cours, absolument. La D est validée. Comme je l'ai expliqué en introduction, on n'a pas le choix, on est obligé de lire la E. On n'est pas en terminale, on aurait été content de savoir qu'il n'y avait qu'une seule bonne réponse, ce n'est pas le cas ici. Donc on lit obligatoirement la dernière. Une fonction peut être représentée par un cercle? Absolument pas. J'étais très clair là-dessus. Sur la ligne du temps, on ne peut pas faire l'aller-retour. Et d'ailleurs, j'ai donné un exemple d'une fonction qui ressemblait à un cercle. C'est un peu écrasé, mais ça représentait tout ce qui est du domaine d'elliptique et de circulaire. Donc la E est absolument fausse. Pour ce premier QCM, il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est la réponse D. Monsieur, Oui. est-ce qu'on nous dira s'il y a une ou plusieurs réponses à Pardon, cocher? comment? Est-ce qu'on nous dira s'il y a une ou plusieurs bonnes réponses? Pas du tout. C'est à toi de le savoir. Il y en a au moins une D'accord. qui est exacte, c'est sûr, mais c'est entre 1 et 5. Donc des D'accord, fois, ça tu as va. les 5 qui sont bonnes. Voilà. Ah, Bon, ok. ça, c'est on ne vous dit pas. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Ok. Allez, je continue. Donc, Oui, juste désolé. oui, j'écoute avec plaisir. Est-ce que du coup, la périodicité, c'est comme les fréquences? Alors, là, c'est lié, c'est lié. C'est-à-dire qu'en général, toi, tu as rencontré la notion de fréquence en physique dans le cadre de fonctions périodiques. D'accord? Oui, donc en Ok. fait, tu as une relation en physique qui est la suivante. La fréquence est égale à 1 sur t, t étant la période. Donc, quand tu me dis dans ta phrase, soyons rigoureux, quand tu me dis est-ce que c'est comme, la réponse est non. Mais par contre, oui, ça concerne la périodicité. Tout à fait. Ok, ça va, merci.
Avec plaisir. Parfait. Allez hop, on continue. Question numéro 2. On change donc de thème. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à la notion de continuité. Alors, pour ce, je vais développer, bien entendu, je vais rappeler la notion de limite assez brièvement, d'accord? Je vais parler de la continuité en un point et je vais parler de la continuité sur un intervalle. Voilà les notions que nous allons réviser dans cette question numéro 2. Ah oui, autre chose. Moi, j'ai toujours l'habitude de vous donner beaucoup de QCM. Ce sont des bons entraînements parce que d'une part, je ne sais pas jusqu'où on va s'arrêter, d'accord? Ensuite, je ne cours pas après la musique. Donc, il n'y a aucun souci. Hein. Si on doit s'arrêter au numéro 15, on s'arrêtera au numéro 15. Hein, d'accord? Il n'y a aucun problème. Il faut qu'on trouve notre petit rythme de croisière. Ça a l'air de démarrer lentement, mais en réalité, vous allez voir, c'est très copieux. Hein. Je ne me fiche pas de vous du tout. Hein. Donc, il faut bien rester concentré de A jusqu'à Z. Oui? J'ai une question. On nous a distribué un QCM, mais on nous a distribué le cours, mais il sert à quoi le cours du coup? Alors, c'est une bonne question. En fait, je t'avais dit tout à l'heure que tu avais 2 tomes, un tome de biostatistique de 180 pages et un tome de mathématiques de 88 pages. Je te laisse imaginer que ces tomes sont assez chargés, assez compliqués à lire. Et donc, moi, en fait, j'ai l'habitude de faire une sorte de résumé de cours, en quelque sorte. C'est ce que j'appelle le support de cours. Donc, en l'occurrence, ici, vu que nous, c'est particulier, vous êtes en terminale, je présente la notion et puis en même temps, je me suis dit, tiens, je vais également approfondir les notions que vous rencontrez dans le secondaire, eh bien, ce support de cours, il est annexe en quelque sorte. Mais en réalité, quand tu travailleras l'année prochaine, le support de cours sera assez important parce qu'il te permettra, dans un premier temps, de mieux appréhender la leçon. Dans un deuxième temps, si tu as le temps et si tu as l'énergie, il faudra aller chercher le polycopier du professeur. Mais moi, j'ai fait un travail intermédiaire pour te permettre de résumer le polycopier du prof. Merci. Donc, la notion de limite. Alors, la notion de limite, en quelque sorte, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est le fait que lorsque j'ai une expression de x, donc f de x égale à quelque chose, d'accord, bon, je vais inventer, hein, x au carré plus 5x plus 3, eh bien, réaliser une limite, c'est remplacer x par quelque chose. En fait, la notion de limite, c'est aller voir ce qui peut se passer lorsque x se rapproche d'une certaine quantité. Alors, dans le cas général, lorsque ici nous sommes en présence d'une fonction qui est complètement définie sur R, eh bien, la notion de limite se rapproche de l'image d'un point par une courbe, par une fonction. Donc, ça a l'air pas très intéressant, sauf que pas du tout. La notion de limite trouve tout son sens dans 2 situations. Lorsqu'on va aller regarder ce qui se passe en plus ou moins infini et lorsqu'on va regarder ce qui se passe en valeur interdite, bien sûr. Donc, faire des limites pour n'importe quoi, interdite. Faire des limites pour n'importe quoi, ok, ça fonctionne, hein, la notion de limite est très puissante, mais en réalité, elle trouve tout son sens lorsqu'on va aller chercher des informations dans 2 endroits qu'on ne peut pas étudier avec l'image d'un point, à savoir l'infini et la notion de valeur interdite. Alors du coup, il y a quelques petites règles à connaître. D'accord. Par exemple, ici, lorsque je remplace x par l'infini, eh bien, infini au carré, ça fait l'infini. Voilà, par exemple. De la même façon, moins infini le tout au carré est égal à plus infini en vertu de la règle des signes. Autre chose assez intéressante, 1 sur infini. Alors là, on se rapproche quasiment de la philosophie, hein, d'accord? Parce qu'on comprend bien, infini, ça veut dire un grand nombre. Voilà ce que cela veut dire. Eh bien, 1 sur infini, ça sera égal à 0 dans le langage des limites. Attention, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Ça, c'est un grand nombre. Et ça, bien entendu, ça représente un petit nombre. Voilà. Si un jour vous gagnez 10 000 € à un jeu de hasard, super, je suis très content pour vous. Si vous apprenez dans la minute qui suit que vous êtes 1 million à avoir gagné 10 000 €, eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez gagné 1 centime chacun. Donc, comprenez bien cette notion, 1 sur grand égale à petit. Bien entendu, en vertu des propriétés arithmétiques, cela revient à écrire 1 sur 0, attention, je mets des guillemets, hein, égale à infini. Voilà. Hein. L'inverse d'un nombre petit, c'est un nombre grand. L'inverse de l'infiniment petit, c'est l'infiniment grand. Et donc là, on se mue d'un outil qui est forcément beaucoup plus intéressant. Voilà pour un petit topo sur la notion de limite. Très bref, très concis,
mais au moins, il a le mérite d'être clair. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la continuité d'une fonction? Eh bien, la continuité en un point, je vais commencer par cela. Donc, je me fais un peu de place. C'est bon, pas de questions? Allez, parfait. Donc, prenons un peu de place. La continuité en un point, eh bien, c'est le fait que lorsque j'arrive près d'un point, ici, d'accord, lorsque j'arrive vers ce point A, j'ai deux façons d'arriver vers A, vers la gauche ou vers la droite. Eh bien, lorsque j'analyse les limites à gauche et à droite, eh bien, il faut qu'elles soient les mêmes. Le fait que les limites à gauche et à droite soient les mêmes, eh bien, cela signifie qu'une fonction est continue en un point. Alors, cette notion, en fait, elle est super facile d'un côté, mais elle est super dérangeante de l'autre. Parce qu'en réalité, les fonctions que vous manipulez, vous, depuis la classe de quatrième, c'est en quatrième que vous abordez la notion de fonction, eh bien, ce sont des fonctions qui n'ont jamais eu des soucis de continuité. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez, un exemple issu de la vie réelle. Je vais m'intéresser, par exemple, au prix de développement photo. D'accord? Donc, photo numérique, ça c'est un classique. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on peut les imprimer chez soi, mais encore aujourd'hui, vous avez la possibilité de commander des développements de photos numériques. Et si vous jetez un coup d'œil sur ce type de produit, vous savez que le tarif n'est pas le même selon le nombre de photos que vous prenez. Alors, moi, il y a une activité que je réalise en classe qui est la suivante, c'est qu'en fait, vous avez la chose suivante, vous avez la possibilité de prendre moins de 150 photos ou bien plus de 150 photos en termes de développement. Et vous n'avez pas le même tarif. Si bien que lorsque vous réfléchissez et que vous représentez graphiquement la situation, vous vous rendez compte que le mec qui paye pour 149 photos, en rajoutant une photo et en passant au tarif de 150 photos, il obtient un tarif plus avantageux. Ça, c'est un grand classique de tous les prix qui fonctionnent par code. C'est quelque chose que vous rencontrez aussi au niveau des entreprises. C'est pour ça que les entreprises préfèrent commander en masse, parce qu'elles ont des tarifs préférentiels. Et ça marche au 1 près. Donc, dans cet exemple-là, il est beaucoup plus intelligent de commander une photo en plus, deux photos en plus qui vont coûter 15 centimes l'une, parce que vous rentrez dans une autre tranche de prix. Bien entendu, vous avez d'autres exemples. Je ne sais pas si vous êtes concerné, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Par exemple, la notion de bourse au niveau scolaire, c'est une fonction qui est discontinue. Parce que si vous êtes échelon 0, échelon 1, échelon 2, échelon 3, ça peut se jouer à 1 centime d'euro près. Vous ne rentrez pas dans la même case. On ne vous attribue pas la même allocation, on ne vous attribue pas la même quantité d'aide d'argent. Et donc, du coup, en réalité, on est entouré en termes économiques de fonctions qui ne sont pas exactement celles que vous rencontrez au lycée. Ce sont des fonctions où il y a des ruptures. Eh bien, cette rupture, c'est une discontinuité. D'accord? Donc, la continuité à un point, c'est l'absence de rupture. C'est le fait de pouvoir tracer une courbe sans lever le crayon de la feuille. Pour généraliser, la continuité sur un intervalle, eh bien, c'est simplement le fait qu'il y ait continuité pour tous les points de cet intervalle. Donc ça, c'est une notion qui est facile, qui se généralise. Et à partir de là, j'ai annoncé tout à l'heure que toutes les fonctions de référence que vous avez rencontrées sont toutes continues sur leur ensemble de définitions. Attention, on parle bien de fonctions définies sur un certain ensemble. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces trois notions, limite, continuité en un point, et continuité sur un intervalle. On peut donc maintenant jeter un coup d'œil à la question numéro 2. Première affirmation, la fonction qui a x associe x carré est continue sur R. Absolument. Toutes les fonctions polynômes, a fortiori les trinômes du second degré, sont des fonctions définies sur leur ensemble de définitions qui est R, et ce sont des fonctions qui sont continues. Il n'y a aucun problème là-dessus, il n'y a aucune rupture dans la construction de la courbe. Donc A est validé. Des questions? Désolé. Oui. Oui. S'il y aurait R privé de 0, ça aurait été bon toujours? Non, du coup, parce que R privé de 0, tu me dis? Oui. Alors oui, c'est un petit peu embêtant parce qu'en théorie, quand tu parles de continuité, tu parles de continuité sur un intervalle. Et R privé de 0 n'est pas un intervalle, c'est une réunion d'intervalle. Donc, cette question ne se pose pas en ce sens. Par contre, si tu me demandes est-ce qu'elle est continue en 0, la réponse est oui, bien entendu, puisqu'elle est continue sur R. Elle est continue donc à gauche de 0 et à droite de 0. D'accord? Ok, merci. Alors, par contre, ta question, elle est intéressante par rapport à l'information numéro B, parce que regardez ici le gros piège qui est tendu, la fonction inverse, est-elle continue sur R? Eh bien, ça ne risque pas, parce qu'elle n'est pas définie sur R. Justement, ici, c'est R privé de 0. La fonction inverse est définie
sur moins l'infini 0, union 0 plus infini. Par conséquent, on a l'obligation de fractionner les phrases. On parlera de continuité sur moins l'infini 0, on parlera de continuité sur 0 plus infini, mais voyez-vous, je ne peux pas faire une phrase avec un seul sens. De plus, si je m'intéresse à la continuité en 0, de façon évidente, elle est discontinue, puisque à gauche de 0, elle plonge, elle tombe vers moins l'infini, alors qu'à droite de 0, elle augmente, elle tend vers plus infini. Donc la B est complètement fausse, le piège étant qu'elle n'est pas définie sur R. La fonction qui a x associée racine carrée de x est-elle continue en 0? Alors, ici, la question mérite d'être posée parce que je vous rappelle que la fonction racine carrée de x est définie sur 0 plus infini, 0 inclus. Maintenant, si vous vous souvenez de sa représentation graphique, en aucun cas, il n'y a aucun souci ici, il n'y a aucun problème pour définir la continuité. Lorsqu'on se rapproche de 0, la racine carrée se rapproche aussi de 0. La fonction racine carrée de x est continue en 0. La fonction valeur absolue de x. Alors, la fonction valeur absolue de x, ce n'est pas une fonction de référence au sens de réel du secondaire, mais c'est une fonction que vous avez rencontrée. Donc, ça dépend de vos enseignants. Peut-être que certains de vos enseignants ont décrété que c'était une fonction de référence et franchement, grand bien leur en fait. C'est vraiment pas dérangeant. Alors, la fonction valeur absolue de x, voilà à quoi elle ressemble. C'est un v, hein, tout simplement. Hop là, comme ceci. Voilà la fonction valeur absolue de x. Et donc, comme vous pouvez le voir quand je l'ai représenté graphiquement, en aucun cas, j'ai fait une rupture, en aucun cas, j'ai fait un saut. J'ai construit ma courbe d'un seul trait. Donc, il y a continuité en 0. Il y a continuité sur R. Aucun souci. Lorsque je me rapproche de 0 à gauche et lorsque je me rapproche de 0 par la droite, on voit bien qu'on va vers le même endroit. Aucun souci pour la continuité en 0. La D est validée. Bah non, je viens de dire qu'elle est continue en 0 et j'ai mal lu, il y a marqué qu'elle n'est pas continue en 0, donc non, du coup c'est faux. Voilà. Lorsqu'une fonction est continue, il est possible de la représenter sans lever le crayon de la feuille. C'est exactement ce que je vous ai dit en introduction et c'est ce que j'ai rappelé pour la D. Réponse ACE pour cette question numéro 2. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Allez, question numéro 3, troisième notion. Alors, une fois que les notions sont lancées, après, ça va aller plus vite. Hein, mais vous allez voir qu'il y a un très, très grand nombre de notions quand même, il faut être honnête. Hein. Donc, question numéro 3, et oui, c'est la notion de dérivabilité. Alors, la notion de dérivabilité, je vais faire des révisions pour rappeler ce que c'est que la dérivabilité en un point. Et ce que c'est que la dérivabilité sur un intervalle. Bien. Alors, la notion de dérivabilité, c'est une notion qui est assez intéressante, qui demande une construction au sein de la classe qui est assez longue à faire. Hein. Il faut être patient là-dessus. Et elle se résume de la façon suivante. On dit qu'une fonction est dérivable en un point si la limite, lorsque x tend vers ce point de f, lorsqu'on va dire, je vous donne laquelle, il y a deux définitions que je vous donne. Je ne sais pas laquelle votre professeur vous a donnée. Sur x moins a existe. Il y a une deuxième façon de l'écrire, c'est lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h existe. Donc, lorsque la limite d'un de ces quotients, alors ça porte un nom en science, on appelle ça un taux de variation. Lorsque la limite d'un taux de variation existe, à ce moment-là, non seulement on dit que la fonction est dérivable au point A, d'accord, ou ici, si je veux que ce soit le point A, il faudrait que je rajoute ici A à la place de X et A ici. Et en plus, le nom de cette limite s'appelle à ce moment-là f' de A. Alors, la notion de dérivabilité, je ne vais pas avoir le temps, ce n'est pas le but de mon intervention, mais c'est presque dommage. Ça nécessiterait que je passe 10 minutes, un quart d'heure pour vous expliquer réellement comment elle a été conçue, comment ça fonctionne, etc. Et en fait, c'est une notion qui a été créée pour déterminer un outil nous permettant de trouver les variations d'une fonction. Alors, en fait, peut-être que vous vous en souvenez, parce que je pense que votre prof il a dû faire un truc dans ce genre-là. C'est en fait l'idée suivante. Lorsque vous avez un point, ici, un point A,
Eh bien, l'idée, c'est que nous allons chercher quelle est la pente de la tangente. Et pour déterminer la pente de la tangente, on prend ce qu'on appelle la pente d'une séquente, qui est donc f de x moins f de a sur x moins a. Et après, avec l'ordinateur, ça se fait avec l'ordinateur, ce truc-là. Vous avez ce point-là qui est un point mobile. Hop là, je vais changer de couleur pour qu'on le visualise mieux. Et ce point-là, vous le faites se déplacer et se rapprocher du point A. Et donc, en fait, la séquente, elle va bouger, elle va se rapprocher de la tangente. Donc, c'est ce phénomène-là qui est développé dans la démonstration, dans la définition de la dérivabilité. C'est le fait que vous avez une séquente qui se rapproche d'une tangente. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez pu faire certaines choses. Ça, c'est une notion qu'on rencontre en première, et malheureusement, en première, vous avez été sinistré à cause du confinement. Donc, il n'est pas impossible que vous n'ayez pas travaillé convenablement cette notion-là. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est dommage, c'est dans la construction mentale. Hein. Mais nous, à la fin, on va faire les bourrins. Malheureusement, c'est ce qui va se passer en médecine. Hein, d'accord ? La qualité première de l'étudiant en médecine, c'est le bourrinage. Hein. J'espère que ça, c'est clair pour tout le monde. Hein. Moi, je vais essayer de donner du sens dans les notions que je manipule, mais la plupart du temps, ça sera vrai dans beaucoup de matières, il y aura beaucoup de bourrinage. Alors, je souhaite vraiment que vous fassiez l'effort d'essayer de comprendre les choses, parce que d'abord, c'est beaucoup plus facile en termes de mémorisation, bien entendu, en termes de compréhension, et puis c'est là qu'on forme le vrai praticien, le vrai médecin, le vrai scientifique. Alors même si science et médecine, ce sont deux choses distinctes, mais je veux que vous compreniez que le sens des choses, il ne faut pas le négliger, même si vous, dans la fatigue, souvent, vous résumerez certaines choses à l'apprentissage par cœur. Voilà, sachez-le. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de raconter? Oui, Oui, Yoav? pour f seconde, c'est pareil. F seconde, c'est tout simplement la dérivée de f'. Parce qu'en réalité, lorsqu'on fait ça pour tous les points, on définit une fonction qui est la fonction dérivée. Et donc, la fonction dérivée étant elle-même une fonction, tu peux la dériver également. Ça s'appelle la dérivée seconde. Donc, Ok, en pas de termes de souci. construction, il n'y a pas de construction supplémentaire. Il faut simplement comprendre que la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée première. Ok, et du Ok. coup, le m sur la droite, il va ne servir à rien pour la tangente. Répète, le M sur la droite. Le m sur la droite que vous avez fait avec le point rouge, il va ne servir à rien pour la tangente. Non, ça c'était pour t'expliquer la construction, d'accord? Et donc en effet, à la fin, mais tu verras, il y a un schéma qui suit derrière. En fait, c'est juste pour comprendre le schéma et le lien qu'il y a entre séquente et tangente au niveau de la fabrication de ce quotient. Ok, ça On va, va merci voir ça, beaucoup. garde ta question, on en reprend ça après, d'accord? Parfait, merci. Qu'est-ce que j'allais ajouter? Au passage, fonction dérivée, je veux juste que vous compreniez ce que c'est, parce que du coup, en effet, lorsqu'une fonction admet une dérivabilité en tous les points d'un intervalle, on dit qu'elle est dérivable sur un intervalle. C'est donc le deuxième point que je voulais évoquer avec vous. Et donc, du coup, lorsqu'une fonction est dérivable en tout point, si f est dérivable en tout point, d'accord? Alors, dans ce cas-là, on parle de la dérivée f' de x. Alors déjà, deux choses importantes. La dérivée f' de x, il faut comprendre que c'est une formule, et c'est la formule des coefficients directeurs, des tangentes. Ça, vous avez tendance à l'oublier, d'accord? En fait, la fonction dérivée, c'est simplement la formule des coefficients directeurs des tangentes. Si vous avez une fonction, une tangente, c'est comme les skis d'un skieur. Hein. Voilà, vous voyez, vous imaginez le skieur ici, je dessine Superman, ne m'en voulez pas, d'accord, voilà, ok. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on observe? Les skis du skieur, alors le skieur va de gauche à droite, hein, bien entendu, d'accord? Il ne va pas de droite à gauche. Donc, les skis du skieur, donc, ils sont orientés vers le haut. On peut supposer qu'il prend un tire-fesse ou quelque chose de ce genre-là, d'accord? En quoi c'est hyper intéressant de considérer la tangente? La tangente, c'est une droite, c'est donc la représentation graphique d'une fonction affine. Or, nous savons depuis la classe de troisième que lorsque un coefficient directeur est positif, eh bien, la tangente
est croissante. Eh bien, la droite est croissante. Et donc ici, en l'occurrence, si la droite est croissante, ça veut dire que la courbe est croissante. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de super intéressant à comprendre. Donc si vous avez la formule des coefficients directeurs de tangente, eh bien, vous en déduisez que lorsque les coefficients directeurs sont positifs, la fonction est croissante. Et lorsque les coefficients directeurs sont négatifs, la fonction est décroissante. Donc déjà, la fonction dérivée, même si après vous ne le reverrez plus, sachez que c'est la formule des coefficients directeurs des tangentes. Deuxième remarque, pourquoi à ce moment-là le mot dérivé? Pourquoi? Eh bien, je suis désolé, mais c'est issu du français et en particulier de l'économie. Lorsque vous allez voir au cinéma un blockbuster, lorsque vous allez voir un Avengers, d'accord, allez, Endgame, ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir une économie qui va se développer tout autour du film, d'accord? Il va y avoir des mugs, des verres, des figurines, ce que vous voulez. Bon, eh bien, lorsque vous achetez une figurine, par exemple, je suis désolé de vous le dire, vous n'avez pas du tout acheté le film. Mais pas du tout. Il y a un rapport avec le film, mais vous n'avez pas acheté le DVD. Vous n'avez pas acheté une place de cinéma pour aller voir le film. Vous avez acheté ce qu'on appelle un produit dérivé. C'est le nom en français, c'est le nom en économie. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. La fonction dérivée, c'est la figurine, d'accord? Et la fonction initiale, c'est mon film. Et donc, la fonction dérivée, c'est une autre fonction qui a un lien avec la fonction de départ, mais qui n'est pas la fonction de départ. Et quel est ce lien? Eh bien, je viens de le dire juste auparavant, c'est la formule des coefficients directeurs des tangentes. Voilà, la boucle est bouclée, c'est un gros résumé, c'est tellement intéressant de développer la notion de façon plus solide, mais c'est déjà pas mal. Oui, Yoav. Oui, du coup, la dérivée, elle dépend de la fonction initiale ou non? Oui, bien sûr, tout à fait. Ok. Tout à fait. De la même façon que ta figurine dépend d'un film. Bah, logique, tu vas faire la même figurine en rapport avec le personnage du film, tu comprends? Donc oui, il y a quand même un lien entre les deux, mais ça n'est pas le produit d'origine. Ok, ça va, parfait, merci. Allez, donc on attaque, donc on y va. Toute fonction continue en un point est dérivable en ce point. Toute fonction continue en un point, alors ça veut dire qu'on cherche le lien entre la continuité et la dérivabilité. Eh bien, en mathématiques, nous avons un théorème qui nous dit simplement la chose suivante. Dérivable implique continu. Donc, toute fonction dérivable est aussi continue. Attention, cette phrase est ce qu'on appelle une proposition conditionnelle et de la forme si, alors. Ce qui veut dire que si vous inversez les propositions de la phrase, eh bien, on n'obtient pas du tout la même chose et dans ce cas-là, c'est faux. Toute fonction continue n'est pas nécessairement dérivable, mais toute fonction dérivable est, elle, continue. Donc ça se démontre, hein, c'est assez facile à démontrer d'ailleurs, mais ça se démontre en cours. Donc la A est fausse. Ensuite, toute fonction dérivable, eh ben voilà, je viens de le dire, hein, c'est elle la proposition qui est vraie, d'accord? Toute fonction dérivable est aussi continue en ce point. Est-ce que la fonction racine carrée de x est dérivable en 0? Donc là, je vais avoir besoin de place. Je me permets d'effacer. Parce que soit vous connaissez la réponse par cœur, ce qui à la fin doit être le cas, d'accord, bien entendu, soit il va falloir que je fasse les calculs. Alors, ça veut dire quoi faire des calculs? Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse le taux de variation en 0. Alors, on y va, on va le faire, c'est un bon entraînement. Je vais donc étudier la limite lorsque h tend vers 0 de racine carrée de 0 plus h, donc racine carrée de h, moins racine carrée de 0 sur h. Vous voyez, je me pose la question de la dérivabilité au point 0. Alors, pourquoi je me pose la question de la dérivabilité en 0? La fonction racine carrée de x, elle va être dérivable sur son ensemble de définitions, borne exclue. Ça veut dire qu'en fait, par théorème généraux, hop là, la dérivabilité de racine carrée de x est actée sur 0 plus infini. La question se pose en 0. Est-ce que je vais pouvoir fermer mon crochet ou est-ce que mon crochet va être ouvert? Donc, en fait, vous savez, si vous préférez, au niveau des intervalles, vous avez l'ensemble de définitions, qui vaut donc 0 plus infini. Vous avez l'ensemble de continuité qui est inclus dans l'ensemble de définitions pour la fonction racine carrée de x, il est égal. Et vous avez l'ensemble de dérivabilité qui est inclus dans l'ensemble de continuité. Donc, à ce stade, on ne sait pas lequel c'est, puisque je vais me poser la question pour 0. C'est au moins 0 plus infini, 0 ouvert, au moins cela.
peut-être que c'est 0 plus infini, 0 fermé. Alors, j'étudie cette limite. Bon, alors racine carrée de h moins racine de 0, ça fait racine carrée de h, bien sûr. Donc, j'obtiens racine carrée de h sur h. À ce niveau-là, ça dépend de votre niveau, mais ce n'est pas très compliqué. Je rappelle que racine carrée de h fois racine carrée de h est égal à h. Dans le cas où on travaille sur des quantités positives, hein, d'accord? Et c'est le cas ici, si vous regardez bien, puisque racine carrée de x est tout positif, donc je m'intéresse uniquement à des valeurs de h qui sont positives. Donc, du coup, je remplace le h du bas par racine carrée de h fois racine carrée de h. N'oublions pas que c'est la limite en 0 hein, qui m'intéresse hein, de ceci. Hein. Voilà. Et bien sûr, je simplifie en haut et en bas. Attention, quand je simplifie en haut, il ne reste pas 0, les gars. Hein, d'accord? Il reste 1, on est bien d'accord. Hein, et en bas, il va rester racine carrée de h. Donc, toujours, c'est la limite en 0 de ça qui m'intéresse. Dans notre tête, au brouillon, on retombe sur le 1 sur 0 que j'ai introduit tout à l'heure. Et 1 sur 0, ça fait l'infini. Ça fait infini. Ouais. Et l'infini, ça ne fait pas un nombre exact. Ça ne fait pas un nombre précis. Donc, vous voyez, ça veut dire que ça n'existe pas l'infini. Hein, d'accord? Moi, dans ma définition, j'ai dit qu'il fallait que ça existe. Ça sous-entend qu'il faut que ça soit un nombre fixe. Donc, je viens de prouver que la racine carrée de x n'est pas dérivable en 0. Et donc, du coup, bah, la C est fausse. Donc, j'avais dit que la A était fausse, la B était juste, et je viens de dire que la C est fausse. Donc, l'ensemble de dérivabilité, c'est 0 exclu plus infini. Voilà. Hop là, tout simplement. D'accord? Alors ça, c'est un exemple assez intéressant. C'est un contre-exemple de fonction de référence que vous avez dans le secondaire. Sachez que pour la plupart des fonctions que vous avez, la fonction carré, la fonction cube, la fonction inverse, eh bien, les trois ensembles que je viens de donner ici sont les mêmes. Hein, l'ensemble de définition, l'ensemble de continuité, l'ensemble de dérivabilité sont souvent identiques avec vos propres fonctions de référence. Sachez que ça n'est pas toujours le cas, et la racine carrée de x, c'est un des exemples de contre-exemples en 0, au point 0. Je continue. Une fonction est dérivable en un point A si la limite lorsque x tend vers A de f de x égale à f de A. Alors non, pour deux raisons. D'une part, parce que la définition de la dérivabilité, c'est la limite du taux de variation, et d'autre part, parce que ça, c'est la définition de la continuité, tout simplement, bien sûr. Hein. D'accord? Donc, hop, la D est invalidée. Et enfin, une fonction est dérivable en un point A si limite lorsque h tend vers 0 de... Ben, c'est exactement ce que j'ai mis dans la colonne de gauche. On valide. Réponse B et E pour cette question numéro 3. Voilà pour un premier démarrage. Ça va? Tout le monde est là? Donc, mine de rien, j'ai évoqué des notions que vous manipulez, mais je suis rentré en profondeur dans certaines définitions. Alors, évidemment, à la fin, c'est plus du par cœur qu'autre chose, mais avant que ce soit du par cœur, avant que ce soit un automatisme, il faut quand même comprendre les notions correctement. Et j'ai passé mon temps pour essayer de vous expliquer tout cela. Allez, on continue. Voilà, question numéro 4. Ici, on va peut-être aller un petit peu plus vite. Quelle est ou quelles sont les assertions vraies? Alors ça, c'est une formulation de type concours qui met le doute sur le fait qu'il y ait une ou plusieurs réponses possibles. La fonction f de x égale à 2x plus c sur 1 plus infini ou 0. Alors ça, c'est une définition par morceau. C'est une définition qui ressemble à l'anecdote que je vous ai relatée tout à l'heure concernant le tarif des photos, développement photo numérique. C'est une anecdote qui est relative aussi à ce que je vous ai expliqué concernant, par exemple, l'attribution des bourses. Même des impôts. Les impôts, ce sont des fonctions définies par morceaux. Vous avez certainement entendu parler des tranches de 14%, enfin, c'est devenu 10%, 30%, 45%, etc. Alors, toutes les fonctions définies par morceaux ne sont pas discontinues, d'accord? Mais en réalité, les fonctions définies par morceaux, ce sont des fonctions qu'on rencontre en sciences et en économie. Donc ici, vous avez deux choses. Vous avez une formule lorsque x est plus grand que 1 et une formule lorsque x est plus petit que 1. Et donc, la question qui se pose, ce n'est pas ailleurs qu'à 1, puisque ailleurs que 1, il n'y a aucun doute. On a une fonction affine ou on a 0, il y a nécessairement continuité. La question qu'on se pose, c'est que se passe-t-il en 1? Pour aller voir ce qui se passe en 1, il faut aller regarder ce qui se passe à gauche de 1, qu'on appelle un moins parfois. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré comme cela, d'accord? Et on va aller regarder ce qui se passe à droite de 1, donc en 1+. Alors, à gauche de 1, ben c'est très simple.
la fonction vaut 0. Donc, à gauche de 1, je me rapproche de 0. La limite en 1 moins de ma fonction, ça tend vers 0. Regardons maintenant ce qui se passe en 1 plus. Je remplace x par 1, ça veut dire que je me rapproche de 2 plus c. Donc, à gauche, je vais vers 0. À droite, je vais vers 2 plus c. À ce stade-là, il va y avoir que deux possibilités. Soit c est égal à moins 2, et dans ce cas-là, à gauche et à droite, je vais vers le même nombre et il y a continuité. Soit c n'est pas égal à moins 2, et donc il y aura une cassure en 1. Je ne vais pas avoir le même nombre à gauche de 1 et à droite de 1. Donc, ce qui me garantit la continuité, c'est le fait que c soit égal à moins 2. En absence de cette condition, nous serons en présence d'une discontinuité en 1. Lisons la phrase. La fonction f de x est discontinue en 1 si c est différent de moins 2. Absolument. La A est vraie. Regardons la B. Fonction f de x égale. J'ai encore une fois deux formules. Non, j'en ai trois de morceaux. J'ai un morceau avant moins 1. Vous voyez, avant moins 1, ça vaut 0. Entre moins 1 et 1, ça vaut x au carré moins 1. Et après 1, ça vaut encore 0. Donc, on voit bien qu'il y a deux questions qu'on va se poser. Qu'en est-il de la continuité en moins 1 et en 1? Entre les nombres moins 1 et 1, ou avant moins 1 ou après 1, la question ne se pose pas parce que ce sont des fonctions de référence. Et j'ai déjà dit que les fonctions de référence étaient définies, continues et dérivables sur leur ensemble de définitions. Donc ici, les questions se posent lorsqu'on a justement un changement de formule. Alors on y va. À gauche de moins 1, forcément, je vais avoir 0. À droite de moins 1, je vais remplacer x par moins 1. Et moins 1 au carré, moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez voir qu'en moins 1, que nous venions à gauche ou que nous venions par la droite, on se rapproche de 0 dans tous les cas. Donc, il n'y a aucun souci, il y a continuité. Regardons ce qui se passe en 1, ça va être exactement la même chose. Si je viens par la droite, ça fait 0. Et si je viens par la gauche, ça fait 1 au carré moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, on voit bien qu'ici aussi, il n'y a absolument aucune discontinuité. Pour ceux que ça intéresse ou pour ceux qui ont du niveau, si je devais faire une représentation graphique, sachez que ça ressemblerait à ceci. Jusqu'à moins 1, hop là, ici, ça fait ceci. Et ensuite, ça reprend comme ça. Donc, vous voyez, en fait, la courbe, elle se fait sans lever le crayon de la feuille. Il y a bien continuité. Aucun souci là-dessus. D'accord? Donc, finalement, revenons à nos moutons. La B, du coup, elle est vraie. Hein. Aucun problème. Très bien. Proposition C. La pente A d'une fonction affine est déterminée par delta y sur delta x. Alors, voici une notation physicienne. Mais en effet, la pente d'une droite, c'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Absolument. Ça, c'est une formule qui est vraie, malgré la notation physicienne de la chose. Si vous préférez, ce que vous avez rencontré, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Le delta ici, c'est un delta qui veut dire différence. Voilà. Donc, c'est une notation physicienne. Donc, la C est bonne. La pente d'une fonction affine est donnée par x1 moins x2 sur f de x1 moins f de x2. D'après la question précédente, on a dit que c'était la différence des images sur la différence des abscisses. On voit bien qu'ici, il y a un gros piège qui est tendu. On a inversé numérateur et dénominateur. Donc, la D est fausse. C'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, et pas l'inverse. Enfin, l'accroissement d'une fonction affine est proportionnel à l'accroissement de la variable. Le fait de dire que delta y sur delta x égale à A, cela veut dire que l'accroissement des images, c'est A fois delta x. Ça s'appelle proportionnel, ça. Hein. Donc, l'accroissement d'une fonction affine, donc l'accroissement des images, est proportionnel à l'accroissement de la variable, à l'accroissement des x. La E est validée. Alors, voyez-vous,
N'oubliez pas, hein, 1,30 par question, hein, normalement, pour faire cela. Mais, alors, la partie mathématique, soyons honnêtes, hein, il ne faudra pas avoir peur d'aller sur du 2 minutes hein, parfois, parce que dans la partie biostatistique, vous pourrez vous rattraper avec des questions qui sont plus rapides. Pas toujours, mais souvent. Ensuite, n'oubliez pas ici que ce sont des questions qui fondent un petit peu le cours, ce sont des questions qui vont creuser le cours en profondeur. Donc, c'est moi qui en ai fait la plupart. Elles ne sont pas forcément toutes de type anal, mais il y en a, figurez-vous, hein, parmi celles qu'on a déjà faites. Et puis, voyez la formulation qu'il y a. Vous avez une formulation qui est particulière. On voit bien que la personne qui fait les sujets, eh ben, en fait, elle n'a pas touché des élèves depuis longtemps. On voit bien qu'elle n'a rien à secouer de vous venir. Hein. Elle fait sa formulation à elle, et elle, ça l'arrange parce que ça lui permet de trier les étudiants. N'oubliez pas que la fonction première du concours, c'est de trier les étudiants, de voir ceux qui vont lâcher, ceux qui vont perdre des points, et de voir ceux qui vont percuter, ceux qui vont glaner des points. Donc, à la limite, il s'en fout complètement de mal formuler les questions. Il n'en a rien à cirer. Ça va l'aider à faire le tri entre ceux qui vont suivre et ceux qui ne vont pas suivre. Donc, voyez-vous, il y a vraiment tous ces paradoxes-là qui se mettent en place. Et du coup, on a affaire à un prof le prof de maths, qui était absolument un prof assez exécrable, on ne va pas se mentir, et qui se moque de ses élèves et qui n'en a absolument rien à secouer. Mais derrière, il va s'abriter derrière le fait que c'est un concours et que celui qui n'a pas de niveau, il va voir ailleurs s'il y est. Donc, faites très attention à ce genre de choses-là. Très bien. Je continue. Question 5, à moins qu'il y ait des questions, n'hésitez pas. La question 5, question très intéressante. Alors, vous voyez, un schéma de ce genre, je l'ai piqué dans le livre de votre prof, hein, donc je n'invente pas n'importe quoi. Et là, vous retombez sur le schéma de la séquente avec la tangente. Alors, la séquente, c'est quoi? C'est la droite MM', la séquente. On va essayer de mettre des codes couleurs sans trop surcharger. MM', c'est la séquente. Vous voyez la droite qui part comme ceci, on est bien d'accord, séquente, ça veut dire couper, hein, elle coupe la courbe. Hein. Et bien sûr, la tangente, elle est notée, hein, elle s'appelle T. Donc, voyez-vous que le point M', dans la définition que je vous ai faite tout à l'heure, c'est un point mobile qui va bouger vers la droite ou vers la gauche. Si, par exemple, il bouge vers la droite, le point M', je vais surcharger le dessin, tant pis, mais ce n'est pas grave, eh bien, c'est-à-dire si le point M' se trouve là, la séquente sera comme ceci, voyez-vous. Maintenant, si le point M' se descend et se rapproche du point M, voyez-vous, la séquente va se rapprocher de la tangente. C'est ça le concept hein, de la dérivabilité. Donc ici, vous avez un schéma qui porte sur la notion de dérivabilité. Et même, c'est le schéma qui aide à la démonstration de la dérivabilité. Alors, parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles est ou sont vraies, la pente de la séquente MT. Alors là, je m'arrête de suite. MT, ce n'est pas la séquente, c'est la tangente. Allez hop, on dégage. On passe à la suivante. Même pas, je lis la suite. La dérivée de f en m, c'est la pente MM'. Et non, la dérivée, c'est la pente de la tangente. J'ai été lourd là-dessus, j'espère que les choses elles sont claires. Donc, non, ce n'est pas la MM', c'est la séquente. Hein. Donc, encore une fois, tangente MM', ça ne marche pas. On peut écrire que f' de x égale à dy sur dx. Absolument, on est encore sur une notation physicienne. Le delta y sur delta x que nous avons vu à la question d'avant, lorsque m' se rapproche de m, eh bien, le grand delta va devenir un petit d pour une petite différence différentielle, on appelle ça aussi. Et donc, en effet, cette notation physicienne est validée dans le questionnaire mathématique. Donc, en effet, la C est exacte. OK, continuons. La différentielle de la fonction f est dx, non. Différentielle, je viens d'employer le mot, c'est petit d, donc la différentielle de la fonction f, c'est df. Donc ça, c'est invalidé. On est sur la physique là, plus ou moins. Et enfin, si x est différent de 0 et f de x égale 1 sur x, alors la limite lorsque delta x, alors en gros, on vous demande quelle est la dérivée de 1 sur x. Hein. Voilà, là, cette question-là, c'est quelle est la dérivée de 1 sur x. Et donc là, il faut rentrer maintenant sur toutes les formules de dérivation que vous avez apprises en première S et que vous avez complétées, première S, pardonnez-moi, en première, et que vous avez complétées donc en classe de terminale. Donc là, on va rentrer dans un thème où il faut connaître, par exemple, que ici, vous avez la fonction et là, la dérivée. X au carré, par exemple, ça donne 2x. X au cube, ça donne 3x carré. D'accord ? Eh bien, dans ce tableau de dérivée, 1 sur x donne moins 1 sur x carré. Donc, la E est vraie. Voilà pour cette question 5.
C'est bon pour tout le monde? Je ne vais pas trop vite? Hein, ça s'est naturellement accéléré là, hein, bien entendu. Hein. Très bien. OK, continuons. Allez, question 6. Ah, la fameuse fonction exponentielle, une des fonctions les plus importantes, bien entendu, des mathématiques et donc de votre année de terminale. Alors, quelques petits rappels sur la fonction exponentielle, mais attention, ici, regardez bien, il s'agit d'exponentielle de moins x. Hein. Attention, hein, ce n'est pas e de x, hein, c'est e de moins x. Peu importe. Allez, révisons la fonction exponentielle. D'abord, premièrement, c'est comme ça que vous l'avez introduite normalement en terminale. C'est la seule fonction, d'accord, qui a pour image en 0, 1 et dont la dérivée égale elle-même. Ça, c'est la fonction exponentielle. Que l'on note e exposant x. Alors, normalement, comment fait-on pour passer de cette écriture-là à e de x? Hein, ça, c'est vraiment l'écriture qui est ici, voyez-vous. Comment fait-on pour la faire passer ici? Parce qu'on démontre que la fonction exponentielle elle a plein de propriétés et que, par exemple, e de a sur e de b, c'est égal à e de a moins b. En fait, avec l'exponentielle, hein, avec exp de a divisé par exp de b égale à exp de a moins b. On démontre également que, je vais l'écrire avec exp pour que ça soit plus clair, hein, exp de a fois exp de b, on démontre que c'est égal à exp de a plus b. Et donc, en fait, on démontre que la fonction exponentielle, elle a les mêmes propriétés que les puissances que vous avez apprises en quatrième. Et c'est pour ça qu'on se paye le luxe, c'est une écriture, hein, c'est une écriture, c'est pour ça qu'on se paye le luxe d'écrire la fonction exponentielle x, on va l'appeler finalement e exposant x. Parce que du coup, cette écriture-là rappelle l'écriture des puissances de quatrième, et vu que les propriétés sont exactement les mêmes, mais on les a démontrées indépendamment, eh bien, on peut utiliser cette écriture pour que ça soit plus facile pour l'élève. Donc, la fonction exponentielle, elle a les mêmes propriétés que les puissances que vous avez rencontrées en classe de quatrième. Alors, du coup, ça permet d'aller assez vite. Par exemple, pour faire la question 7, ça va aller très vite si on connaît par cœur les formules sur les puissances de quatrième. Par exemple, e de a fois b, je rappelle que c'est e de a puissance b. Donc, la a, c'est du grand n'importe quoi. E de a moins b, je viens de le dire, c'est e de a divisé par e de b, donc c'est du grand n'importe quoi. Ici, puissance de puissance, on multiplie les exposants entre eux, donc là c'est vrai. Ensuite ici, e de a sur e de b, je l'ai mis à côté, c'est exponentielle de a moins b, donc ça c'est faux. Et ça c'est du grand n'importe quoi, vous n'avez jamais vu. La 7 n'a qu'une seule bonne réponse. Je reviens sur l'étude de la fonction maintenant exponentielle. Et cette fonction exponentielle, en fait, le plus simple, c'est de savoir à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ceci. Et elle passe, comme on l'a dit, en 0 par 1. Une fois qu'on a la représentation graphique, on a énormément d'indications sur la fonction exponentielle. Par exemple, eh bien, on sait que la limite en moins l'infini, bah, ça sera 0. On voit que la limite en plus infini, ça sera bien sûr plus infini. Information très importante, on voit que e de x est strictement supérieur à 0. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Comme on a dit que la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même, et que je viens de dire que l'exponentielle est positive, eh bien, on en déduit que la fonction exponentielle est vraiment croissante. Ça, c'est logique, c'est mon dessin qui le disait aussi. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup d'indications qui sont super intéressantes. Enfin, en vertu de ce qu'on appelle le théorème de dérivation des fonctions composées, alors c'est-à-dire c'est le théorème qui permet de remplacer x par des u, si vous préférez, normalement, vous l'avez vu comme ceci. Alors, je vous donne un exemple. Si je vous dis que x carré, sa dérivée, c'est 2x, eh bien, ça se généralise en u carré. Et la dérivée de u carré, c'est 2u, u'. C'est-à-dire qu'en fait, l'astuce, c'est que vous avez remplacé x par u, mais on démontre en mathématiques qu'on a en plus un u' qui apparaît dans les formules de dérivation. Eh bien, si j'applique ce théorème-là à la fonction exponentielle,
la fonction exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même. Et par conséquent, la dérivée de e de u, je remplace x par u, mais il ne faudra pas oublier de multiplier par u'. Donc, dans notre cas particulier, on peut noter que la dérivée de e de moins x, ça c'est vraiment quelque chose d'assez important en terminale, ça tombe souvent. Alors, e de u, finalement, votre prof, il a mis u' devant normalement. Voilà, normalement, c'est cette formule-là que vous avez marquée dans votre cours pour ceux qui ont eu le temps de le faire. Voilà. Et donc, du coup, ici, ça veut dire que ma fonction u, la voilà, elle est ici, ma fonction u. Vous voyez, c'est moins x. Donc, u', c'est la dérivée de moins x. Donc, ça veut dire que j'obtiens moins 1 fois e de moins x. Voilà, la dérivée de e de moins x, c'est moins e de moins x. Ça, c'est vraiment un gros piège de terminale. Il y a des élèves qui oublient le moins devant, il y a des élèves qui oublient le moins dans l'exposant. Ben non, il y a un moins devant et un moins dans l'exposant. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à bien connaître. Gros piège classique. Autre exemple, si je fais la dérivée de e de 2x, lui aussi, c'est un grand classique. Bon, eh ben, u, cette fois-ci, c'est 2x. Donc, ça va faire la dérivée de 2x, donc 2, fois e de 2x. Ça aussi, c'est un très grand classique des dérivées des fonctions exponentielles. Très bien. Donc, du coup, je reviens à ma question 6, que je n'ai pas du tout oubliée, bien sûr. D'accord ? La fonction e de moins x n'est pas dérivable en 0. C'est du grand n'importe quoi, puisqu'elle est dérivable sur R. J'ai été très clair, les fonctions de référence, elles sont définies, continues dérivables, sur leur ensemble de définitions. Donc, je n'ai pas de doute là-dessus. La A, c'est du grand n'importe quoi. E de moins x est strictement négative. Attention. Attention, ne confondez pas un E avec une puissance n'importe quoi. D'accord? Ça, c'est toujours positif. Une exponentielle est toujours positive. En revanche, si vous mettez un moins devant, comme c'est le cas ici, évidemment, de façon logique, vous avez un moins et après, vous avez une exponentielle qui est positive. Donc, le moins qui est devant l'exponentielle, qui est donc un coefficient, eh bien, ce moins va rendre négatif toute l'expression. Mais on n'est pas en présence d'une exponentielle, on est en présence de moins une exponentielle. Donc, du coup, il n'y a aucune incohérence. Donc, revenons à nos moutons. La dérivée, peut-être qu'elle est négative, oui, mais la fonction L ne l'est pas du tout. La B, c'est du grand n'importe quoi. Est-ce que cette fonction est strictement décroissante sur R? Ben oui, sa dérivée est négative, donc elle est décroissante. Est-ce que la fonction est égale à sa dérivée seconde? Alors, ça veut dire qu'il faut la dériver 2 fois. Donc, allez, j'ai besoin d'un peu de place, je me permets d'effacer. Vous n'hésitez pas pour les questions, hein, les enfants, d'accord? La 7, elle est faite, voilà. OK, donc, je prends ma fonction f de x qui est donc égale à e de moins x, je la dérive une première fois, c'est donc égal à moins e de moins x, et je la dérive une deuxième fois. Ça veut dire que moins est un coefficient multiplicatif. Je rappelle que k fois f', ça fait k fois la dérivée de f, ce qui veut dire que tous les nombres devant f restent. Voilà. Ne confondez pas un coefficient, c'est-à-dire une constante multiplicative avec une constante additive. J'aime bien rentrer, là on est quand même en post-bac, hein, constante multiplicative, ce n'est pas pareil qu'une constante additive. Explication. Hop là, j'ai besoin de la gomme. J'ai besoin de place. Un coefficient multiplicatif, une constante multiplicative, ça veut dire par exemple c'est 2f. Ben, ce n'est pas du tout pareil que f de x plus 2. Ça, c'est un coefficient, c'est une constante additive.
L'autre, c'est une constante multiplicative. Quand on fait la dérivée de plus 2, c'est 0. Mais la dérivée de 2 fois quelque chose, c'est 2 fois f' de x. Donc, ne confondez pas les deux. Résultat des courses, ici, j'ai le moins qui reste, et donc j'ai un moins e de moins x. Moins par moins, règle des signes, ça fait e de moins x. Et donc là, on obtient une propriété intéressante. La dérivée seconde de ma fonction, c'est aussi la fonction. Donc, la D est vraie. Proposition E, transforme une différence en un quotient. Alors ça, c'est une phrase. Est-ce que l'exponentielle de a moins b est transformée en un quotient? Ben oui, ça fait E de a sur E de b. Hein. Donc oui, absolument. La E est vraie aussi. C'est une formulation d'une des propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Voilà, donc C, D et E pour cette question numéro 6. Allez, continuons. Question numéro 8. Ah, ça se rapproche complètement de vos questions de bac. Hein. Donc là, je vais aller plus vite. Vous m'arrêtez si vous avez des questions, bien sûr. Alors, j'ai f de x égale e de 3x moins x. OK. Et donc, du coup, on vous demande l'équation de la tangente en 0. D'abord, équation de la tangente, classe de première, f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc déjà, équation de la tangente vue en classe de première. Ensuite, vu que f de x égale à e de 3x moins x, que vaut f de 0? Je remplace x par 0, ça fait e de 0 moins 0. E de 0, je rappelle que ça fait 1. Donc ça, c'est bon. Et pour appliquer ma tangente, j'ai besoin de la dérivée f'. Il faut donc que je dérive f de x. Que vaut f' de x? Eh bien, ça vaut 3e de 3x moins 1. E de 3x est devenu 3e de 3x grâce à la formule u' de u. Et le moins x est devenu moins 1. Donc, si je veux f' de 0, ça fait donc 3e de 0 moins 1. Donc, 3 fois 1 moins 1, 3 moins 1. Ce qui fait finalement 2. Donc, j'ai f' de 0 qui vaut 2, f de 0 qui vaut 1, et je connais mon équation de tangente. Eh bien, allons-y, on n'a plus qu'à la mettre en place. Donc, finalement, y égale f' de 0, 2, facteur de x moins 0 qui fera x tout court, plus f de 0, plus 1. Donc, ça fait du 2x plus 1. Alors, la A est fausse, la formule est fausse, et seule la B sera juste. J'ai pas été trop vite? Pas de questions? Très bien. Numéro 9. Alors, numéro 9, étude de fonction, f de x égale e de x moins e de moins x. OK, on vous demande de la dériver 2 fois, cette fonction. C'est parti. f' de x égale e de x, ça reste de x par définition. Et maintenant, vous le savez par cœur, e de moins x donne moins e de moins x. Donc, moins par moins, ça fait plus. J'obtiens plus e de moins x. Je la dérive une deuxième fois, f seconde de x égale, j'obtiens e de x moins e de moins x. C'est pas mal ça. Donc la A, elle est bonne. La fonction est-elle impaire? Alors, pour que la fonction soit impaire, il faut calculer f de moins x. C'est ce qu'on avait vu au début de ce cours. Je remplace donc x par moins x. Ça fait e de moins x moins
E de moins x. Bon, ben, ça fait x. Hein. Et ça, si vous regardez bien, vous avez au départ une expression de la forme a moins b, et ensuite vous avez b moins a. Je vous rappelle, je ne pense pas vous l'apprendre, que b moins a, c'est moins a moins b. C'est l'opposé de a moins b. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ici moins f de x. Donc j'ai remplacé x par moins x. J'ai observé que j'ai trouvé la différence avec les termes inversés, donc ça s'appelle l'opposé. Et donc la fonction est impaire. Si vous vous souvenez de ce que je vous avais enseigné au tout début, je vous avais dit qu'il fallait que l'ensemble des définitions soit centré en 0. Et là, c'est évidemment le cas puisqu'elle est définie sur R. Donc, c'est bel et bien une fonction impaire. Continuons. Que vaut f de 0 ? F de 0, bah, ça fait donc E de 0 moins E de moins 0. Bah, ça fait 1 moins 1, hein, ça fait 0. Donc la C est fausse. Ensuite, f de moins x plus f de x. Alors, f de moins x, eh ben, regardez, hop là, je change de couleur, je reviens ici. Vous avez f de moins x qui est égal à moins f de x. Si je mets le moins dans le membre de gauche, on obtient bien f de moins x plus f de x qui est égal à 0. Donc la D est complètement vraie. Voilà. Et enfin, f' de moins x, bah, je vais remplacer dans l'écriture de f' de x qui est ici, x par moins x. Hop. Voilà. Donc j'obtiens f' de moins x égale E de moins x plus E de moins x. Hein. Ne perdez pas de temps, hein. Vous écrivez, alors j'ai moins x ici, E de moins x, ça fait E de x. Et évidemment, ça et ça, c'est pareil. B plus A et A plus B, c'est pareil. Donc la E, pardon, est également exacte. Question 9, réponse ABDE. Voilà, sur cette feuille-là, sur cette page-là, 6, 7, 8, 9, on est sur la terminale. Hein. On est sur la terminale, là on est vraiment sur les deux. Alors vous voyez les pièges qu'on peut vous tendre, les E de A plus E de B au lieu de A plus B. Enfin voilà, il y a plein de petits pièges qu'on peut vous tendre. Il faut rester vraiment très concentré, très vigilant. Mais là, par contre, on est sur un domaine plus proche de celui que vous êtes en train d'étudier en classe de terminale. On a révisé la notion de tangente, on est revenu sur la parité que j'avais vu à la question 1. C'est une feuille assez intéressante. Pas de questions? Je peux passer à la suivante? C'est bon? Très bien. Alors, question numéro 10. E de 2x. Alors franchement, E de 2x, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, à moins que les questions soient mal formulées et qu'elles nous prennent la tête. Mais la fonction E de 2x, nous savons plein de choses dessus. Par exemple, nous savons notamment que sa dérivée, c'est 2E de 2x. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est vraiment du par cœur. Hein. D'accord? Alors, limite en 0 de f de x moins 1 sur x est-elle égale à 2? Alors, cette question, elle est vraiment piège. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ici? En fait, on voit ici se rapprocher exactement la limite du taux de variation. Regardez le piège. F de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, cette question, elle est vraiment pourrie. Alors, je ne sais pas dans quel lycée vous êtes. Je ne sais pas quel est le niveau que vous donne votre prof, mais sachez que dans les lycées élitistes de Marseille, ça, ils le font un petit peu. Donc, en fait, on travaille sur des limites de taux de variation et on utilise le cours de la dérivation à l'envers, en quelque sorte. Parce que du coup, cette limite-là, je sais qu'elle vaut f' de 0. J'ai donc juste besoin de remplacer 0 dans f' de x, qui est donc à gauche, qui est ici. D'accord? J'ai donc juste besoin de remplacer x par 0 dans f' de x qui est ici. Et si je remplace x par 0, 2e de 0, ça fait 2. Le compte est bon, voyez-vous? Donc, bizarrement, la A, elle est parfaitement juste. Donc là, on a monté de niveau.
on est pourtant sur le même objet, hein, on est vraiment sur quelque chose de comparable, et pourtant, là, on a monté de niveau. Donc, il fallait reconnaître la limite d'un taux de variation. Est-ce que f de x est égal à la moitié de sa dérivée? Bah, regardons ce qu'il y a à gauche. On voit bien que f' de x, c'est 2 fois e de 2x, c'est donc le double de f. A fortiori, f est la moitié de f'. C'est vrai. Est-ce que la fonction f transforme une somme en produit? Mais la fonction f est une exponentielle. Donc oui, elle transforme une somme en produit. Je n'ai même pas besoin de faire des calculs. Je sais que c'est vrai. Ah, fonction exponentielle de base e carré. Ah, là, on commence à arriver vers le milieu médical. En fait, la fonction e de x, c'est ce qu'on appelle la fonction exponentielle. Mais en réalité, c'est une fonction exponentielle. Son vrai nom, c'est la fonction exponentielle en base e. En réalité, vous avez des familles de fonctions qui sont de la forme a exposant x. Ces familles de fonctions, normalement, j'ai lu les programmes, on a dû vous les présenter un petit peu sous cette forme. Sachez que ces familles de fonctions, vous les rencontrez aussi bien en économie, avec les fameux intérêts composés, qu'en sciences, avec les croissances, par exemple, bactériennes, avec énormément de secteurs dans lesquels on rencontre ces fonctions-là. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction exponentielle en base A. Donc ça, c'est la généralisation de la fonction exponentielle. En fait, vous avez les fonctions exponentielles. Les fonctions exponentielles, elles s'étudient, elles ont plein de propriétés hyper intéressantes. On va en voir quelques-unes. Alors, le temps tourne, hein, il reste peu de temps. Moi, en général, je ne suis pas regardant sur l'heure, mais je me doute que vous avez d'autres chats à fouetter, donc je vais essayer de respecter un petit peu. Mais malgré tout, je vais vous montrer cette notion maintenant, si vous me le permettez. D'accord? Donc, concernant la fonction exponentielle en base A, donc quelconque, bien entendu, vous allez avoir A puissance 0, ça fait 1, bien sûr. Je vous rappelle également que E, c'est un nombre, c'est le troisième nombre le plus important de toutes les mathématiques. Il est environ égal à 2,718. À l'image de pi, c'est un nombre qui est réel, qui a une écriture décimale illimitée, d'accord, et qui n'est pas une fraction, d'accord. Donc sachez-le, c'est un nombre vraiment très important des mathématiques. Donc moi, quand je parle des fonctions exponentielles en base A, ça peut être 2 puissance x, ça peut être n'importe quoi, d'accord. Ce sont des fonctions exponentielles quelconques. Alors en fait, comment fait-on pour s'en sortir? Pour s'en sortir, j'ai besoin de la fonction ln. La fonction ln qui est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Vous l'aurez compris, hein, on va s'arrêter à la question numéro 11 cette fois-ci, j'irai plus vite la prochaine fois, et on va garder en stock cet exercice, j'enverrai rien de nouveau, donc vous pourrez préparer à l'avance les QCM, et du coup, je travaillerai à la fonction ln beaucoup plus rapidement. Mais comme vous pouvez le voir ici, d'accord, nous avons ln de e de a de e de x, si vous préférez, qui est égal à x, et nous avons e de ln de x, qui est aussi égal à x. Alors, attention, ici, il y a un petit piège, il faut que x soit strictement supérieur à 0. Et par conséquent, a, c'est e de ln de a. Donc, en fait, toutes les fonctions exponentielles peuvent se ramener à une écriture de la fonction exponentielle en base e. Ça, c'est assez intéressant à savoir. Donc là, c'est juste pour ouvrir la porte sur les fonctions exponentielles en base A, qu'on reverra également la prochaine fois. Je vais juste maintenant regarder la réponse D, et en fait, e de 2x, c'est bien sûr e au carré, le tout puissance x, ça c'est mon A, donc c'est bien la fonction exponentielle de base e carré. La D est vraie. Et enfin, pour terminer, est-ce que f seconde est égal à 2 fois f'? Ben, ça me paraît assez simple. Si vous avez suivi, je dérive une deuxième fois. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on dérive? À chaque fois qu'on dérive, on multiplie par 2. Donc évidemment, hein, ça fait 4 ici, mais peu importe. La dérivée seconde est bien le double de la dérivée première. Donc la E était vraie. Nous sommes en présence d'une question où les 5, yakin, comme je dis souvent, donc nous sommes en présence d'une question où les 5 réponses proposées étaient exactes.
Voilà pour une première introduction. Donc, j'ai démarré un petit peu lentement. Vous avez vu que j'ai commencé de suite par des notions de continuité, dérivabilité, parité, des notions qui sont un petit peu techniques, mais qui sont conformes à ce que vous voyez dans le secondaire, mais qui ne sont pas travaillées convenablement parce que les capacités, les compétences attendues ne sont pas des compétences de haut vol, de haute voltige, mais ce sont des notions que vous allez manipuler. Par contre, je suis venu assez rapidement vers des questions de type, on va dire un peu plus de type terminal. Et donc là, c'est vraiment moitié-moitié. Hein. Vous avez vu les pièges qu'on vous tend avec des fonctions qui ont des propriétés, mais il faut vraiment faire gaffe. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est un fois? Est-ce que c'est un moins? Est-ce que le moins est bien placé? Etc., etc. Et donc là, on est sur un travail qui vous sert davantage sur l'année que vous êtes en train de suivre. Y a-t-il des questions sur cette intervention, sur ce premier cours? Pas de questions? Eh bien, écoutez, je suis ravi de voir que le nombre de participants n'a pas bougé. Moi, je serai à votre disposition. Écoutez, je me permets de vous donner mon adresse Internet, une adresse Internet pour mes élèves, donc je vous la donne. N'hésitez pas à me contacter après. Normalement, je suis très réactif, mais ne m'en voulez pas, j'ai énormément de travail sur des classes à concours et qui vont passer leur concours bientôt. Donc, ne m'en voulez pas si je mets une demi-journée ou une journée à vous répondre. Donc, c'est Perrin sous-tiré, c'est le tiré du 8, hein, d'accord? mat@hotmail.fr. Voilà. Donc, ça arrive de temps en temps. Si l'un d'entre vous a une petite question qui lui turlupine, quelque chose que vous voulez que je revoie, eh bien, je le ferai. Ce que je vais faire malgré tout, c'est que ça, je peux le faire parce que je l'ai déjà préparé. Il y a des choses que je ne peux pas ajuster parce que je n'ai pas le temps. Mais les corrections détaillées de ces 10 premières questions, je vais les faire parvenir à Dan pour qu'il vous les donne. Donc, vous allez avoir des corrections en plus détaillées, d'accord, pour pouvoir reprendre ça correctement. Ça ne sera pas aussi bien détaillé que ce qu'on a fait ensemble et que ce que vous avez pu prendre comme note, mais ça sera un travail supplémentaire qui vous aidera à bien comprendre les questions. Évidemment, il faut les reprendre, hein, les enfants, ça va de soi. Travail de mémorisation, on reprend les choses convenablement. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Ne m'en voulez pas si je ne vous réponds pas immédiatement. Donc, je vous retrouve très prochainement. Et au fur et à mesure, je vais monter le rythme, hein. Je vais monter la vitesse à laquelle on fait les choses, mais je n'ai pas voulu prendre de risques. Entre le confinement de l'année dernière et entre, là encore, vous devez travailler peut-être en demi-groupe, je ne sais pas, ça dépend de vos établissements. Je n'ai pas voulu prendre de risques. Je pense que j'ai pris un rythme qui était convenable pour une première. Voilà. N'hésitez pas à me dire si j'étais trop lent, hein. N'hésitez pas à me le dire. Je ne pense pas avoir été trop rapide, par contre, hein, ça c'est clair et net. Hein. Voilà, je suis à votre disposition. J'espère vous retrouver bientôt. Passez un très bon dimanche. Au revoir tout le monde. Merci. Merci à vous aussi. Merci à vous. Salut, au revoir.